Aujourd'hui, nous allons parler de biodiversité. On va rester dans la spirale de la peur, parce que là aussi, on dit attention, danger. Le 6 mai, le groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité a rendu ses conclusions très attendues. Alors, une 6e extinction de masse est en cours, mesdames et messieurs. On parle même d'écocide, écocide, de crimes contre l'écologie. Les causes, déforestation, agriculture intensive, surpêche, urbanisation sauvage et parfois, j'ai envie de dire, manque d'information. Les conséquences, 75% de l'environnement terrestre est gravement altéré, 45% de l'environnement marin est également touché. Clin d'œil à la journée mondiale des marins. Résultat, près d'1 million, mesdames et messieurs, d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Exactement. Et pourtant, dans cette biodiversité, nos modes de vie sont en danger. D'autres conséquences sont à craindre, par ailleurs, pour notre sécurité alimentaire, notre santé tout court et nos économies. Le pire peut être évité, mais comment? Quelle solution à la crise de la biodiversité? Biodiversité, attention danger, voici le thème qui nous occupe aujourd'hui avec Cédric Lombardo, qu'on salue tout de suite et maintenant. Bonjour. Bonjour Alix. Bonjour Cédric, Bienvenue. le micro. Bonjour Alix, bonjour Marcelin. Comment ça va Cédric? Ça va très bien, J'ai envie de dire comment ça ne va pas, parce que là, avec l'élément sur l'Alaska et puis l'entame de notre sujet, vraiment, le pessimisme sera de mise. Mais au fait, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? La biodiversité, c'est la magie du vivant. La biodiversité, c'est toute la richesse animale, la richesse végétale que nous avons. La biodiversité, c'est vous, c'est aussi vous et moi. Et ce matin, pour essayer de montrer un petit peu cette beauté, cette magie, ce miracle, parce qu'il n'y a que sur la planète Terre aujourd'hui qu'on ait réussi à trouver tout ça. On a beau scruter l'espace, regarder les étoiles, on n'a pas encore trouvé de choses aussi belles. Donc c'est la première vidéo qu'on va lancer ce matin pour partager ensemble des images de qu'est-ce que la biodiversité, que peut nous lancer Christelle ce matin. Donc on va le commenter directement à l'écran parce que c'est vraiment toute la richesse que nous avons au fond des océans. Ce sont nos poissons, c'est la richesse de la banquise. Moi, ces images me laissent toujours... je ne sais pas comment dire, c'est d'une telle beauté. Regardez, ça, ce sont les forêts que nous avons. Donc tout ça, c'est la biodiversité. Tout cela, c'est la biodiversité. C'est ce qui permet en fait l'équilibre magnifique dans lequel nous vivons, et c'est ce qui fait que la vie est possible sur Terre. Parce que vous regardez ces forêts qui sont en train de dégager des nuages, c'est elles qui vont nous donner la pluie. Regardez les couvertures que nous avons. Parfois, nous méprisons les insectes, mais ces insectes, ce sont aussi eux qui vont nous permettre de polliniser nos fleurs, qui vont nous permettre d'avoir une productivité agricole. Et c'est toute cette magie, malheureusement, que nous sommes en train de détruire. Et il n'y a pas d'autre mot, malheureusement, que ça. Nous sommes en train de détruire la planète dans laquelle nous vivons. Et là, regardez, les éléphants. Qu'est-ce qu'il nous reste encore comme éléphants, entre guillemets, en Côte d'Ivoire? Donc, c'est parfois même quelque chose qui me chagrine parce que nous avons en Afrique, en Côte d'Ivoire, une grande ferveur religieuse. Mais tout ça, si on doit parler dans le langage des croyants, entre guillemets, tout ça, c'est la création de Dieu, c'est la magie du vivant, et c'est malheureusement tout cela que nous sommes en train de détruire, malheureusement, chaque jour. Exactement, le cycle de la vie est un danger. L'IPBES, encore un nouveau groupe d'experts. De quoi s'agit-il, Cédric? C'est exactement ça. En fait, on est obligé d'y aller par étapes. Le plus important, dans un premier temps, c'était vraiment de permettre aux gens de comprendre les enjeux du changement climatique. Or, pour comprendre les enjeux du changement climatique, ou n'importe quel enjeu dans lequel nous vivons, nous ne pouvons rien faire sans la recherche scientifique. Donc, il a d'abord fallu créer le GIEC, le groupement des chercheurs sur le changement climatique. Qui a eu le prix Nobel. Qui a eu le prix Nobel de la paix en 2007, avec, j'ai oublié son nom, le président qui a perdu les élections. Maintenant qu'on a bien réussi... Al Gore. Il suit. Mémoire d'éléphant. Mémoire d'éléphant. Il compte les buts aussi. Donc, grâce au GIEC, on a réussi à faire comprendre les enjeux de changement climatique, on a réussi à les prouver, même si certaines personnes comme Donald Trump ne veulent toujours pas y croire. Mais il y avait une deuxième séquence, c'est maintenant ce qu'on appelle la biodiversité. Et là aussi, il nous fallait un groupe de chercheurs. Et la Côte d'Ivoire, naturellement, comme dans le GIEC, contribue à ce groupe de chercheurs. Ah bon? Et là, oui, bien entendu, vous avez Yassine, vous avez Souleymane Konaté. On a des chercheurs magnifiques dans ce pays. Vraiment, non, on ne peut pas désespérer. Il faut leur donner aussi les moyens de pouvoir aboutir. 0,05% du PIB de la nation est investi dans la recherche scientifique. Enfin, ça, ce sont les anciens chiffres, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient véritablement augmenté dans le présent. Et donc, il nous fallait ce groupe de chercheurs, et c'est devenu le deuxième groupe le plus important. D'un côté, le GIEC, on sait ce qui se passe sur le climat. Deuxième groupe, l'IPBES, ce groupe de chercheurs, on sait maintenant quel est l'état de la planète en termes de biodiversité. Alors, justement, c'est quoi, quand on veut résumer l'importance de la biodiversité, ça nous ramène à quoi, Cédric?
Alors, c'est la bonne question parce qu'on ne se rend pas compte de toute cette richesse que nous fournit la biodiversité. Un jour, sur ce plateau, Marcelin a crié « Vive les vers de terre » parce qu'ils font un travail j'ai les vidéos. Ils font un travail de fertilisation des sols. Et là, nous avons souhaité prendre une vidéo qui a été préparée par la Fondation de la recherche pour la biodiversité, qui était donc le secrétariat scientifique pour la France qui a accueilli cette grande réunion du 6 mai. Et c'est la deuxième vidéo que nous allons écouter ce matin, interview d'un chercheur, que Christelle peut nous lancer dès maintenant. C'est des coquillages, c'est des coquilles d'escargots cônes. L'escargot cône, il y a à peu près 600 espèces qui existent dans les mers tropicales. Et ce sont des escargots prédateurs, ça mange les poissons. Chaque espèce a à peu près une centaine de toxines différentes, ce qui fait que la proie ne peut pas s'adapter. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de 50 000 toxines que ces escargots produisent. On en a testé à peu près une centaine au niveau pharmacologique et on s'est aperçu que certains avaient des propriétés incroyables. Par exemple, on a pu isoler d'un de ces escargots un composé qui est un antidouleur qui est 1000 fois plus puissant que la morphine. On a pu isoler des antibactériens, on a pu isoler des antiviraux. Donc on a vraiment une mine pharmacologique ici. Mais ces escargots sont en train de s'éteindre, leur habitat est menacé, ils vivent dans les récifs coralliens et on est en train de détruire les récifs coralliens. Donc on est en train de puiser sans le savoir dans une ressource vraiment inestimable, pas seulement des animaux qui sont jolis, mais des animaux qui sont potentiellement très utiles pour l'homme. Wow. Ah Cédric, ça fait mal au cœur hein, de voir tant de beauté qui est en train de disparaître. Concrètement, on peut faire l'inventaire de la perte de la biodiversité? On peut faire l'inventaire. Oui, on peut faire un inventaire, mais ça veut dire de nouveau, on retombe sur l'importance de nos chercheurs et l'importance de les aider à travailler. C'est que il faut se rendre compte qu'avec ce qu'on est en train de vivre, on découvre en règle générale pratiquement 10 000 espèces chaque année. C'est-à-dire que chaque année, pourtant ça fait longtemps qu'on est sur cette planète et qu'on observe, qu'on cherche, etc. Chaque année, on identifie 10 000 nouvelles espèces. D'accord ? Et ce qui était intéressant dans l'explication de ce chercheur, c'est que ce petit escargot qu'il avait en main, vous avez à l'intérieur un élément pour les anesthésistes, pour les antidouleurs, qui est 1000 fois plus puissant que la morphine. Donc ça veut dire que dans cette biodiversité, vous avez des choses qui vont peut-être nous sauver demain. Peut-être qu'en ce moment, on est en train de faire une déforestation en Côte d'Ivoire, au Gabon ou bien en Amazonie, et qu'on est en train de détruire le remède du sida, ou qu'on est en train de détruire le remède du paludisme. Donc vous savez bien que nous n'avons rien inventé, nous n'avons fait que puiser dans la nature tous les éléments dont nous avons besoin pour nous nourrir, pour nous soigner. Et donc l'important malheureusement c'est de préserver tout ça, parce que sinon des remèdes ou des solutions futures vont complètement disparaître. Alors Cédric, ça c'est au niveau santé, mais au niveau économique aussi, quand la biodiversité se dégrade, elle dégrade aussi notre économie. Absolument, absolument. Un jour sur ce plateau, on disait, vous avez en Chine des endroits où la pollution a été telle que vous n'avez plus d'insectes pollinisateurs, vous n'avez plus d'abeilles. Et donc si vous devez payer un homme à la main pour qu'il aille chercher le pollen dans une fleur avec un petit coton-tige, il le prend et il va le mettre sur une deuxième fleur, toujours avec ce coton-tige, ça devient un travail inimaginable. Donc il y a tout un ensemble de services que la nature nous rend. Par exemple, les mangroves. Les mangroves sont indispensables pour fixer les littoraux. Les forêts sont indispensables pour purifier l'eau potable que nous allons utiliser plus tard avec la Sodeci. Donc ce sont tous ces services économiques que la nature nous rend, mais comme nous ne les voyons pas et comme nous ne les payons pas, nous avons malheureusement tendance à les violer. Et Cédric, dans toute cette urgence, on parle encore d'une 6e extinction de masse d'espèces. C'est pas un peu exagéré? Non, c'est pas exagéré, parce que quand on fait référence à la 6e extinction, ça veut dire que la Terre, notre planète, depuis le début de ce que nous avons observé avec elle, a déjà connu 5 extinctions de masse. Par exemple, les dinosaures. Les dinosaures qui étaient les maîtres de cette planète ont complètement disparu suite à l'impact d'une météorite. Mais aujourd'hui, la météorite, c'est nous. Et si on veut parler d'une extinction de masse, elle a véritablement commencé, et on vous a préparé une petite infographie pour vous aider un peu à prendre conscience quand même de l'enjeu des chiffres. 6e extinction de masse, 47% des écosystèmes naturels sont en déclin. 25% des espèces sur la planète Terre sont menacées d'extinction. 23% des territoires de vie, c'est-à-dire la forêt, les plages, le littoral, etc., sont en déclin. 82% des mammifères ont disparu. Ça, ce sont des chiffres que l'on peut mesurer, notamment 82% depuis la préhistoire. Mais à partir des années 70, ça a été quelque chose d'extrêmement rapide. Vous avez 72% des indicateurs des communautés qui disent « mais mon environnement est véritablement en train de se dégrader ». Ça, c'est le bilan que l'on fait. Et quand vous regardez, je ne vais pas rester longtemps sur le graphique de droite, mais depuis le 15e siècle, chaque fois que vous voyez une des flèches qui monte, amphibiens en voie de disparition, mammifères en voie de disparition, oiseaux en voie de disparition, reptiles en voie de disparition, poissons, on vous parle même d'un océan en 2050 sans poissons à l'intérieur. Donc de quelle vie
qu'allons-nous manger entre guillemets comme viande blanche. Et ça, c'est quelque chose qui a pris une accélération phénoménale à partir de 1900. Depuis les années 70, l'accélération va de plus en plus vite. Et la difficulté que nous avons, c'est qu'il faut impérativement arrêter tout ça. Parce que là, on ne parle pas simplement de trouver un remède futur qui va disparaître parce qu'on l'a détruit. On parle même aujourd'hui de nos conditions alimentaires. L'emblème de ce pays, c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. L'éléphant et ses défenses. Combien d'éléphants restent-ils en Côte d'Ivoire? Moins de 1000, parce qu'on n'ose pas dire parfois 800, 700, 600. C'est ça l'impact de la biodiversité. Ça m'étonnerait même qu'on ait 400, hein, honnêtement. Ah oui, Parce que les chiffres dans nos pays sont tellement tripatouillés dans tous les sens du terme, donc des fois aussi, il faut douter aussi de certains, surtout quand les sondages sont faits ici. Bon alors, ça c'est un autre débat qu'on va aborder, surtout celui-là. Alors pourquoi la biodiversité est en danger? Alors la biodiversité, elle est en danger, tout simplement à cause de nous. Et là, on a préparé un certain nombre de petites vidéos qui vont permettre de le montrer. Alors, on a beaucoup de vidéos ce matin, mais c'est l'image, malheureusement, seulement qui nous permet de comprendre ça. Donc, premier élément sur cette démonstration, qu'est-ce qui menace? Les milieux de vie, les habitats sont détruits. Et vous le voyez bien, que parce que l'on fasse des feux, parce que l'on est en train de faire de l'agriculture, nous sommes en train de transformer nos forêts en lambeaux. Ça, c'est comme si je rentrais dans votre maison et que je vous arrachais un à un tout ce que vous avez. Donc, ce sont nos activités, on remplace. On a besoin de cette intensité agricole, on a besoin de ces palmiers à huile, on a besoin de ces ressources minières. Ça, c'est les effets justement de l'activité minière. Oui. On a besoin de tout ça, mais il faut qu'on arrive à mieux le contrôler. Et cette pollution qui est tout aussi nocive pour l'homme, mais naturellement, elle est tout aussi nocive pour la biodiversité. Merci. Et de la même manière que nous ne pouvons pas vivre avec une pollution atmosphérique, le monde qui nous entoure ne peut pas vivre avec cette pollution atmosphérique. Et on va les mettre de côté, nos déchets plastiques, etc. Vous imaginez qu'il y a 2 semaines de ça, pour la première fois, on a réussi à aller le plus profond dans l'océan qu'on n'avait jamais réussi à le faire. Et on a mis une caméra, je veux dire, on est à des profondeurs gigantesques, vous avez quasiment plus rien à l'intérieur. Vous êtes allé bien en bas. Je crois qu'on a dépassé les 11 000 mètres de profondeur. Ah. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont trouvé avec leur caméra? Non. Un sachet plastique. Dis donc. Ça veut dire que, parce qu'on ne les voit plus, ça ne flotte pas à la surface, on ne s'en rend pas compte. Et donc quand ils sont partis à la recherche de ce qu'on n'avait encore jamais vu, on est allé sur la Lune, mais les profondeurs des océans, on ne les maîtrise pas, on tombe sur quoi? Un sachet plastique. Voilà ce que nous produisons pour notre planète. L'impact négatif qu'a les sachets plastiques. C'est terrible. Je suis toujours plein d'humour dans cette émission. Mais quand on voit ça, on ne peut pas garder l'humour. Franchement. Malheureusement. Franchement. C'est clair. Alors, ça, c'était la première étape. Donc, on abîme les habitats. On abime les habitats. Là, je vous ai trop... Je vous ai trop embêté ce matin. Non, donc, du tout. On va lancer la deuxième vidéo directement parce qu'on est très riche. On abîme les habitats, d'accord? Mais il y a aussi la consommation humaine que nous faisons. Nous avons une stratégie de prélèvement qui est beaucoup trop importante. Nous consommons beaucoup plus que ce que la nature est capable de renouveler. Comme dit ma réalisatrice, c'est le gaspillage. Il y a beaucoup de gaspillage. C'est le gaspillage, c'est le gaspillage. Alors, nous, en Afrique, on gaspille pas beaucoup parce qu'on n'a pas trop les moyens, mais on a des pratiques comme le braconnage. Et tout ça pour faire quoi? Pour faire de l'ivoire? Pour aller prendre des écailles de pangolin, pour ce genre de choses. Je veux dire, c'est cette activité que nous avons malheureusement qui détruit notre environnement. Nous sommes des prédateurs pour notre environnement. Voilà. Et Cédric, comment réguler la compétition entre les besoins de l'homme et ceux de la biodiversité? Eh bien, c'est ce qu'il faut impérativement arriver à faire. Si vous prenez la manière, par exemple, de planifier une ville, quand vous planifiez une ville, vous savez bien que vous avez besoin d'eau. Donc, comme on le dit, il faut qu'on mette en place une trame bleue. Ensuite, on a toujours besoin de cette biodiversité. Pourquoi passer notre temps à vouloir bétonner, cimenter, etc. Laissons des espaces verts. Félix Houphouët-Boigny nous a donné la forêt du Banco. Je veux dire, c'est le poumon de notre ville. On a la réserve d'Alia Fleur. Donc, on a besoin de toutes ces poches de biodiversité. Et même dans les grandes plantations industrielles, on a besoin parfois de mettre des poches de biodiversité, des corridors pour que depuis un petit lambeau de forêt vers un autre lambeau de forêt, les insectes puissent se déplacer. Parce que même dans une plantation industrielle, les insectes ont un rôle à jouer pour la productivité. Donc il faut comprendre chacun de ces équilibres et il faut préserver chacun de ces équilibres. Le monde dans lequel on utilise des pesticides chimiques pour détruire tout est terminé, il est révolu et c'est ça qu'on doit changer. Parce que quand vous tuez un insecte prédateur pour votre culture, oui, mais vous allez aussi tuer beaucoup d'insectes qui sont utiles pour votre pollinisation. Et donc, soit on rend la nature à ses droits et on a le talent de la recherche scientifique pour exploiter chacun de ces éléments et savoir l'appliquer à la nature, soit on continue à être des assassins de l'environnement et à pomper pesticides sur pesticides. Alors, Cédric, dans tout cela, est-ce qu'il n'y a pas aussi un impact de la consommation humaine?
C'est tout cet impact de la consommation humaine, justement, c'est notre comportement de prédation. Nous sommes des prédateurs de l'environnement, nous sommes des prédateurs de la richesse des océans, nous sommes des prédateurs. Dans ce pays, on avait des girafes. Il y a peu de temps, on a tué une panthère, il y en a de moins en moins. On avait des lions, mais ils sont où? Les rhinocéros. Alors qu'on aimerait en montrer à nos enfants. Exhibés. C'est exactement ça. Et il va donc falloir aller au zoo pour les retrouver. Or, c'est pas ça que nous voulons conserver. Avec les animaux du zoo qui sont de plus en plus maigres. C'est l'ombre d'eux-mêmes. Hein. C'est l'ombre d'eux-mêmes. On a des tigres en version charme, des charmes. Bon, franchement. C'est ça. C'est l'ombre d'eux-mêmes et donc c'est l'ombre de ce que nous faisons de ce pays magnifique. Franchement. Marco, voilà. il a toujours le mot placé quelque Il y a une part. bonne nouvelle que ça, Christelle me dit. On a un lion quoi? Blanc. Oui, on a un lion d'une espèce rare dans notre zoo, mais... Ouais, qui existe encore. Qui existe encore. Il est arrivé depuis quand? C'est ça, il faut évaluer le temps qu'il arrive jusqu'à ce qu'on... On va prier, Voilà. Alex, on va prier pour le lion. Sa durée de vie et d'entretien, On va prier on pour le verra ce lion. que ça va donner. Alors, avec la chasse intensive et illégale qui se développe, dites-nous, Cédric, les espèces les plus menaçantes en Côte d'Ivoire, c'est lesquelles? On a parlé des éléphants, notre les emblème. éléphants, le pangolin pour ses écailles, etc. Franchement, le pangolin... C'est un train de Moi, j'aime bien le Il n'y pangolin. a pas de dérogation, il n'y a pas d'exception. Non, moi, j'aime le pangolin vivant. Hein. Voilà, soyez bien. Pas en sauce. Alex, mais voilà ce qui est en train de se passer En sauce malheureusement. foufou. tout est... Non, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est parce que c'est ce qu'on appelle de la viande de brousse. Mais cette viande de brousse, elle est effectivement prélevée sur le stock alimentaire. S'attaquer à un agouti, j'ai envie de dire, c'est pas forcément grave parce que les agoutis sont quand même très robustes, Un ils arrivent à s'en palliatif, sortir. agouti. Mais nos pangolins, vous en avez plus beaucoup. Donc girafes, panthères, tout ça, c'est quasiment en voie de disparition. dans ce Les pays. biches et autres. Les biches, comme de buffon, etc. On en voit de moins en moins. Les lions blancs. Les lions blancs. Alors qu'on a un lion blanc qui est né au zoo, qui est né même Qui est au né zoo. au zoo, Et donc, Christelle. toutes les attentions sont concentrées autour de ce lion. Parce qu'il faudra qu'il vive longtemps. Parce que nos enfants veulent le voir, les enfants de nos Save the enfants... lion. Voilà. C'est ça. Il faut sauver le lion blanc du zoo. J'espère qu'il va bien, qu'il a mangé ce matin. Il est quelle heure? Alors, existe-t-il d'autres actions de l'homme qui perturbent la biodiversité, Alors, Cédric? absolument. Et donc là, ce sont les deux derniers petits éléments vidéo qu'on va vous montrer. Il y en a un, c'est un comportement de l'homme qui aime bien transporter une espèce pour venir l'introduire dans un autre milieu. Et vous reconnaissez, ça, ce sont un peu comme Les nos salades salades de de- lagunes. Exactement. Ah oui. Ça vient pas de Côte d'Ivoire, ça vient pas d'Asie. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on transporte une espèce, mais qu'on l'amène dans un autre endroit, si elle n'a pas son ennemi, eh bien, c'est elle qui va devenir l'ennemi de tout le monde. Ah, Donc ça, c'est justement ce qu'on appelle les espèces invasives que l'on laisse rentrer dans notre pays ou dans d'autres pays. Par exemple, typiquement, la salade d'eau, ce sont des marins portugais au XVIIe siècle qui les ont amenés en Côte d'Ivoire, qui les ont amenés sur le continent africain. Et eux, ils aimaient ça, ils aimaient bien ça parce qu'il y avait cette petite fleur violette, ça faisait dans des petits étangs. Oui, mais un jour, il y en a un qui s'est échappé du petit étang ou de la petite piscine dans laquelle il l'avait mise, c'est rentré dans la nature et vous n'avez aucun animal en Côte d'Ivoire qui mange ces ressources-là. donc il devient Donc un poison. automatiquement, ça devient un poison, ça devient invasif et ça porte préjudice à l'environnement. Maintenant, ça, il y a un autre phénomène, c'est naturellement le changement climatique. Vous en avez parlé en entame, et donc c'est le dernier élément vidéo qu'on voudrait vous montrer ce matin sur la contribution de l'homme à la perte de la biodiversité. Ce changement climatique dont nous sommes un des grands auteurs est en train aussi d'attaquer complètement le cadre de vie. Alors, quand vous avez des sécheresses qui sont gigantesques, automatiquement, rien ne peut vivre à l'intérieur. Tout à l'heure, on avait vu le permafrost et on voyait que les sols se décomposent, que les arbres sont en train d'augmenter. Soit ce sont des inondations qui vont nous frapper, soit c'est la désertification qui est en train d'avancer. Et on se rend bien compte que finalement, ce que nous, hommes, nous faisions en menaçant les habitats par notre prédation, finalement, ce que nous avons comme impact sur le changement climatique est en train d'avoir exactement les mêmes conséquences. Tout à l'heure, on avait vu une image, quand on parlait de notre petit escargot marin, où on voyait ce qu'on appelle les récifs coralliens. Il y avait une première image, les récifs étaient entre guillemets presque en fleurs, et l'image suivante, ils étaient tous blancs. Ça s'est passé en simplement 6 mois. On se rend compte que si pendant, c'est comme l'homme, si vous passez de 37 degrés à 39 degrés plus 2 degrés Celsius, on est en très mauvais état. Si votre température pendant 6 mois est plus de degrés Celsius, vous allez mourir. Mais la température de l'océan est exactement capable d'arriver à ça. Et donc les photos des récifs coralliens qu'on voyait tout à l'heure, le monsieur était venu faire ces photos à une époque, il est repassé 6 mois plus tard, tout était mort. Parce que la température de l'eau était élevée de plus de degrés Celsius pendant beaucoup trop longtemps. Et voilà ce qui est en train de se passer. Et voilà pourquoi aujourd'hui, au lieu de m'adresser avec vous avec le sourire que j'adore avoir, mais que j'ai quand même grâce à Barcelona et Alix,
il faut tirer cette sonnette d'alarme, il faut clair. apprendre à composer avec la nature et non pas le détruire. Parce que sinon, ce miracle de la vie, je ne sais pas trop ce qui va en rester à la C'est vrai que pour essayer de vous faire se trompe, sourire un hein. peu. Alex, c'est bon, on se demandait tout à l'heure, les escargots, il ne faut plus les manger. Il y a escargot et puis il y a escargot. Ah, sa voix de Bassama est venue. Il y a escargot et puis escargot. C'est-à-dire que c'est comme le poulet. Je veux dire, le poulet, si un jour quelqu'un voulait dire qu'est-ce que c'est que le monde moderne, il va trouver des cimetières de poulets, des tonnes de poulets. On va se dire, mais mon Dieu, l'animal le plus présent du monde, c'était le poulet. C'est-à-dire, vous êtes dans l'environnement ou pas? Escargot, plus d'escargots. Escargot. On respecte la biodiversité. Oui, Pourquoi mais il y a escargot justement, et puis escargot on peut faire des élevages. Parce qu'après, on en a aussi des quantités considérables. Il faut réduire pour laisser le cycle de la vie se poursuivre. C'est exactement ça. Si vous rentrez dans Quel une escargot stratégie qu'on d'élevage, ces escargots qu'on mange, on les connaît bien, ils sont de belle taille, ils sont costauds, Ah etc. ouais, les escargots de Diopoué. Voilà. Donc ces escargots-là, si on les met en élevage, et donc là, naturellement, nous sommes dans une stratégie où on produit quelque chose. On peut manger sans culpabilité. On peut manger sans culpabilité, voilà. D'accord. Mais le pangolin, Il faut éviter. il faut éviter. Il faut le laisser tranquille. Voilà. Bon, si on retrouve Monsieur ça comme ça Cobra. un jour sur la route. Mais on peut- Ok. Et voilà exactement, en fait c'est ça, mais c'est exactement ce sur quoi il faut arriver à travailler. C'est Ouais. que certaines choses sont malheureusement maintenant en danger et il faut qu'on arrive à les préserver, même si l'appétit de notre ami Marcelin est insatiable. Il faut prendre l'engagement de participer aussi C'est exactement à la ça. recomposition de la biodiversité. Justement, quel lien entre le climat et la biodiversité? Eh ben, c'était exactement ça, ce qu'on disait tout à l'heure. Si le climat change, les conditions de vie de la végétation vont changer. Et je vous prends un exemple simple. On est rentré dans la saison des pluies. Et subitement, on se rend compte que les plantes sont en train de changer. Il y a des choses qu'on arrive à cultiver, d'autres qu'on n'arrive pas à cultiver. Un tout petit peu d'eau en moins, un tout petit peu de température en plus. Et ce sont nos capacités de production qui sont mises en danger. C'est l'environnement qui est mis en danger. Notre pays est à vocation agricole. La Côte d'Ivoire peut-elle se développer sans menacer la biodiversité? Dernière question. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Il faut que nous modifions dramatiquement nos itinéraires techniques agricoles. On ne peut plus travailler 100% aux pesticides, on ne peut plus travailler 100% aux engrais chimiques. On doit faire ce que savaient très bien faire nos anciens avant que la chimie n'existe. On doit arriver à comprendre comment ils travaillaient. On doit arriver à comprendre maintenant quelle est la magie qui arrivait à se passer dans cette chaîne de vie alimentaire naturelle. Et on doit leur donner les nouveaux itinéraires techniques pour qu'ils soient capables de produire mieux dans de meilleures conditions. Le président Houphouët-Boigny était donc un amoureux de la biodiversité. Ah oui. La semaine prochaine, j'espère qu'on restera encore sur ce thème de la biodiversité. La semaine prochaine, nous allons démarrer avec une citation d'Houphouët-Boigny qu'on se trouve dans la forêt du Banco. Je ne la dirai pas aujourd'hui, mais oui, cet homme-là, dès son discours de 1948, avait dit « Préservons la biodiversité, protégeons le monde dans lequel nous sommes ». Il avait d'ailleurs d'abord misé sur l'agriculture avant de lancer l'extraction minière pour ne justement pas détruire ce beau pays. Grand visionnaire qui reste toujours ancré dans nos cœurs. Merci Cédric Lombardo pour votre contribution. On espère que cela aussi aura interpellé les uns et les autres à plus de responsabilité.